Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une approche globale de la santé. Je trouve en effet qu'aujourd'hui nous sommes souvent confrontés à des solutions extrêmes lorsqu'on cherche des réponses, et l'objectif dans ces différents épisodes, c'est de vous proposer des thématiques et d'en chercher la voie du milieu. Cette semaine, je vais commencer par un cas de coaching. En effet, il y a quelques semaines, j'ai fait la modélisation optimale de la santé d'une de mes coachées qui, après avoir eu un début, je dirais, de vie avec énormément d'énergie, de santé, elle avait un corps athlétique, elle faisait énormément de danse, elle avait une bonne nutrition, elle avait une très bonne génétique d'ailleurs, avec une vie sociale riche et remplie. Malheureusement, elle a vécu dans sa vie des événements de stress intenses qui ont duré une dizaine d'années, qui finalement lui ont entraîné plusieurs soucis au niveau de la gestion hormonale et de la prise de poids. Là aujourd'hui, une énorme fatigue, un énorme découragement par rapport à sa santé, ce qu'elle avait avant, ce qu'elle espère pouvoir retrouver à plus de 40 ans, et toujours ce poids très difficile à perdre. Dans sa modélisation, justement, en plus des raisons pour lesquelles elle a envie de changer, de retrouver cette santé qui est un véritable défi au quotidien, de par justement sa fatigue chronique, j'ai insisté sur l'impact de sa nouvelle énergie, de ce que sa nouvelle énergie pourrait avoir sur son entourage. Parce que bien sûr que lorsque vous allez vous remettre en forme, lorsque vous allez chercher à améliorer, à optimiser votre santé, vous le faites d'abord pour vous. Mais pour cela, il faut avoir un certain amour de soi-même. C'est quelque chose de complexe, on en a un petit peu parlé justement dans l'épisode précédent, mais je pense que avoir un impact sur une tierce personne peut avoir justement un effet positif, un effet moteur intéressant sur les changements au quotidien. Pour cela, je vais également vous donner deux exemples qui me sont arrivés durant ma carrière. En effet, durant ces 20 années de coaching, j'ai rarement eu des personnes qui venaient avec une motivation intrinsèque vraiment importante, tournée vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, je m'explique, je me souviens de ce dentiste qui est venu me voir un jour en disant, voilà, Monsieur Germeau, je fais 130 kilos, j'ai besoin de perdre du poids, j'ai 35 ans, mon fils en a 2 et dans 2 ans il en aura 4. Jusque-là, je ne pouvais pas le contredire. Et, me dit-il, à 4 ans, tous les garçons veulent jouer au foot. Je suis incapable aujourd'hui de jouer au football dans mon jardin avec mon fils. Je me donne donc 2 ans pour perdre du poids, me remettre en forme et être capable de jouer au foot dans le jardin avec mon fils. Je n'ai jamais depuis lors eu une personne qui venait avec une motivation intrinsèque aussi forte. Bien sûr qu'il le faisait pour lui. Il savait évidemment qu'il était dans une situation problématique, mais le fait de voir son fils grandir et de pouvoir être motivé par ce petit bonhomme qui allait fatalement grandir et prendre de l'énergie de jour en jour, c'était un excellent moteur. A l'inverse, j'ai eu le contre-exemple d'une personne qui est venue un jour me voir en disant, voilà, Monsieur Germeau, vous avez mon mariage entre les mains, mon mari veut divorcer si je ne perds pas de poids rapidement. Donc là, évidemment, c'est un contre-exemple, parce que là, c'est l'environnement qui est une source de stress, ou une source de motivation dans ce cas-ci, mais ça a plutôt été une source de stress, qui effectivement a un impact négatif sur l'amour de soi et justement sur cette motivation qu'il faut avoir tous les jours pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, bien évidemment, lorsque l'on cherche une motivation externe dans son entourage pour cette nouvelle santé, bien évidemment, il faut que ce soit quelque chose de positif, d'écologique par rapport à nos objectifs. Mais revenons un peu à cet amour de soi, justement. Cet amour de soi qui devrait être notre premier moteur, notre premier bénéficiaire. Mais c'est une thématique fascinante, très complexe, un défi pour plusieurs raisons, parce que comme je viens de l'expliquer, l'entourage, la communauté peut être
également un frein parce que la personne qui veut changer peut-être doit aller à l'encontre de certaines croyances de l'entourage, et c'est le côté sombre finalement de la communauté. Puisqu'on en a parlé avec votre staff, la communauté peut d'un côté être une source de guérison, un endroit essentiel pour nourrir le nerf vague, mais à l'inverse, lorsque l'on sort de la communauté, on se met en danger, et ça demande souvent énormément d'énergie, voire cela peut créer de nombreuses peurs et du stress. Donc cet aspect de la communauté doit être impérativement étudié, compris, lorsque l'on veut justement atteindre cette santé optimale. En plus, cet amour de soi débute très très tôt dans la vie. Je vais vous citer les travaux d'une auteure, une autrice, que j'aime énormément, qui est Jean Lidoff, auteur du Concept du Continuum, qui est un livre que j'ai lu et découvert avant la naissance de mon fils, justement pour pouvoir être un meilleur père pour mon fils. Et cet auteur, justement, au cours d'une expédition au Venezuela, est entrée en contact avec un peuple indigène, les Yekana. Au fil du temps, elle est devenue fascinée par ces derniers et a décidé de retourner au Venezuela pour vivre avec eux. Elle en a tiré justement un ouvrage par ses observations de ce concept du continuum entre justement la naissance et le développement d'un être humain équilibré. Plusieurs éléments m'ont marqué dans cet ouvrage, je vous en cite quelques-uns. Donc, un élément qui m'a vraiment impacté dans mon rôle de père, par exemple, c'est le fait que l'énergie féminine, ou la mère, selon, eh bien, doit permettre à l'enfant de prendre soin de son corps. Donc, nous prenons inconsciemment exemple sur nos mamans pour pouvoir prendre soin de nous. Et le papa, ou l'énergie masculine, eh bien, elle doit permettre de mieux gérer l'environnement, d'être bien dans la société, à l'extérieur. Un proverbe japonais d'ailleurs résume fort bien cette observation de Jean Lidoff. L'amour d'un père est plus haut que la montagne, l'amour d'une mère est plus profond que l'océan. Ce sont bien sûr des symboles, la montagne exprimant le challenge et le fait d'aller à l'aventure, alors que l'océan montre bien les profondeurs de l'être, les émotions et l'intérieur de soi. Donc les deux éléments, l'énergie masculine et l'énergie féminine, sont vraiment importants et nous baignons justement dans ces deux énergies durant notre développement personnel. Je vais poursuivre avec une citation justement de l'auteur qui résume assez bien cette importance de l'énergie féminine. Et elle dit: les deux mots que j'ai trouvés pour décrire ce que nous devons tous ressentir à propos de nous-mêmes, enfants et adultes, afin de nous percevoir correctement, donc cet amour de soi, sont dignité et bienvenue. Vous voyez que la sécurité et la dignité de soi est vraiment importante. Si vous ne vous sentez pas digne et bienvenu, vous ne saurez vraiment pas quoi faire de vous-même, vous ne saurez pas comment vous comporter parmi d'autres personnes. Vous ne penserez pas que vous méritez d'obtenir ce dont vous avez besoin. Donc ça, elle l'a vraiment observé à travers le vécu qu'elle a eu avec ces indigènes d'Amazonie. Une autre observation de Jean Lidoff, qui me semble-t-il est important dans cette thématique, de pouvoir prendre soin de soi en premier, mais également le faire pour notre entourage. Elle dit: parmi mes observations de la tribu des Yekena, il y a l'effet d'être porté. Ce portage ayant un impact essentiel sur l'énergie des bébés. Elle explique que l'adulte qui porte le bébé absorbe cet excès d'énergie et que c'est la raison pour laquelle ces bébés Yekena sont si paisibles. Donc vous voyez, être en sécurité, être paisible, être bienvenu avec son énergie. C'est le lien éthérique entre la mère et l'enfant qui nourrit et soutient le bébé, puis le jeune enfant, en particulier au cours des 3 premières années critiques. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis tout de suite en application puisque j'ai énormément porté mes enfants et aujourd'hui, ils sont les témoins de l'importance et de l'impact énorme sur le développement physique et émotionnel de mes enfants. L'auteur parle également du phénomène des sports extrêmes, très intéressant, et des enfants, puis des jeunes adultes qui semblent incapables de se stabiliser, d'être satisfaits de leur corps et qui ont besoin de ces stimulations, ou les rejettent à l'inverse. Lidoff insiste sur le besoin qu'a chaque bébé d'absorber passivement le mouvement
de sa mère ou de son père si besoin n'est pas satisfait. Et si ce besoin n'est pas satisfait, que plus tard dans la vie, les enfants ou les adultes trouveront d'autres moyens de satisfaire ces besoins. Donc on a vraiment tout cet échange d'énergie lors du portage, de l'attention que l'on a, qui est portée par la maman en premier et par le papa en deuxième. Vous auriez, si à l'époque il y avait eu des réseaux sociaux, vous m'aurez probablement vu en photo en train de promener mon fils en portage pour sa sieste. Et donc j'avais généralement mon chien qui était accroché à ma ceinture, mon fils qui était sur mon ventre ou sur mon dos selon son âge, et moi avec un petit bouquin pour me balader. Et donc c'est vraiment ce contact avec l'extérieur. J'ai un jour même changé une roue avec mon fils qui dormait sur mon dos. Donc vous voyez, cet impact, cette énergie que chaque papa, chaque maman peut avoir, tantôt masculine, tantôt féminine, mais qui est vraiment, vraiment importante. Et dans les sens, finalement, on l'entend, l'énergie de la maman est très importante pour pouvoir prendre soin de sa santé. Mais cet amour de soi est donc quelque chose qui est créé depuis le tout jeune âge. Et avant de pouvoir justement travailler sur cette thématique, dont j'ai déjà parlé, comme je le disais dans l'épisode précédent, eh bien je voudrais aujourd'hui parler de l'importance que nous pouvons porter à l'impact que nous avons de notre santé, de cette énergie sur notre entourage. Ça peut être un véritable moteur pour à la fois travailler sur soi-même. C'est un équilibre dynamique finalement, continu, et je terminerai d'ailleurs cet épisode par une citation vraiment intéressante de Osho pour ceux et celles qui le connaissent. C'est également une nouvelle référence aux travaux de Nicholas Christakis, ce sociologue dont je vous parle souvent et qui a écrit ce livre Connected et qui montre que nous avons une influence sur les amis des amis de nos amis. Et nous avons fatalement, comme je l'ai dit dans l'épisode sur votre staff, nous sommes influencés par les amis des amis de nos amis également. Alors, qui sont finalement ces bénéficiaires au-delà de nous-mêmes? Les bénéficiaires finalement de cette santé optimale, de cette nouvelle santé que nous avons envie d'atteindre. Puisque cette santé optimale, ce n'est pas moi qui vais la définir. Lorsque je travaille avec un coaché, c'est la personne à qui je m'adresse qui va me dire, tiens, ma santé optimale, voilà comment je la définis. Voilà la relation que j'ai avec moi-même et voilà pour qui je suis prêt à faire des efforts. Et donc cette dynamique entre la relation que j'ai avec moi-même et l'impact que je pense avoir sur mon entourage grâce à cette nouvelle santé, cette énergie optimale. Alors, puisque nous sommes influencés par nos parents, les premières personnes que nous allons influencer si nous sommes parents, c'est évidemment nos enfants. Et c'est d'ailleurs un challenge parce que nos enfants sont des miroirs de ce qui ne va pas chez nous. Donc, bien souvent, lorsque l'on tente de faire quelque chose au niveau de notre santé ou dans notre vie, on risque d'avoir un effet via nos enfants, positif ou négatif, selon les choix que l'on va faire. Et si nous sommes passifs, bien souvent, c'est nos enfants qui vont nous tirer de cette passivité. D'où mes références justement avec les travaux de Jean Lidloff. Et comme les effets les plus importants se passent dans les 3 premières années de vie, c'est un travail qu'il faut faire le plus tôt possible. Donc à tous ceux et celles qui écoutent ce podcast et qui ne sont pas encore parents, sachez que tous les efforts que vous allez faire maintenant vont avoir un impact sur vos enfants. On sait même qu'au niveau génétique, on est influencé par la santé de nos parents et de nos grands-parents. Donc avant d'être parent, eh bien, il est vraiment intéressant de pouvoir finalement remettre un peu d'ordre dans notre quotidien, dans notre santé, parce qu'aujourd'hui, l'environnement est devenu très confortable, mais à nos dépens, aux dépens de notre biologie. Donc, c'est la raison pour laquelle les mamans qui se sacrifient pour leurs enfants sans prendre un minimum de temps pour elles, finalement, montrent le mauvais exemple, montrent qu'il faut se sacrifier pour les autres avant de s'intéresser à soi. Remarquez qu'il n'est pas nécessaire de faire des grandes théories, de donner des cours à nos enfants, que du contraire. C'est en donnant l'exemple que nous allons pouvoir les influencer positivement. Alors, y a-t-il d'autres bénéficiaires pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfants ou de manière générale pour tout un chacun? Eh bien, effectivement, il y a la famille. Maintenant, la famille est une thématique que je maîtrise moins, évidemment. Nous avons toutes les dynamiques familiales
la systémique familiale qui est importante, l'héritage inconscient que nous recevons justement de nos familles. Et si je ne me souviens plus de l'auteur et je m'en veux parce que c'était vraiment un auteur qui m'avait fasciné, un auteur bouddhiste, un moine bouddhiste qui disait que le salut de notre société viendrait de la famille. Et quand je vois que ces 3 dernières années, beaucoup de familles se sont éclatées à cause de cette question de la pandémie, eh bien, c'est réellement un danger pour notre avenir. Alors j'espère qu'aujourd'hui, les choses se sont améliorées. Mais si le salut de notre société viendra de la santé de la famille, c'est également là où il y a énormément de blessures à soigner, justement, qui se perpétuent d'une génération à l'autre. C'est de la psychogénéalogie qui est un domaine fascinant que j'ai un tout petit peu étudié et qui permet justement de comprendre certains comportements, voire certaines maladies. Donc quand on parle de santé optimale, eh bien effectivement on se rend compte que, on en a parlé lors de l'épisode sur la génétique et où je vous ai partagé mes propres résultats, eh bien c'est que on va retrouver non pas des maladies génétiques héréditaires, mais épigénétiques, qui viennent justement d'une influence émotionnelle bien souvent inconsciente. Je vous donnais cet exemple de ce coaché incroyable qui est venu avec cette demande de perdre du poids pour pouvoir jouer au football avec son fils, mais il faut savoir que derrière cela, il était un enfant obèse depuis le plus jeune âge, de parents obèses, dont la maman avait toujours dit attention, si tu fais du sport, vas-y mollo parce que tu risques la crise cardiaque. Donc depuis tout petit, il était dans cette peur de faire une crise cardiaque parce qu'il était obèse, parce que c'était dans la famille. Mais non, pas du tout. C'est une croyance, ce sont des habitudes qui font que, effectivement, il avait un surpoids et une obésité importante depuis le tout jeune âge. Mais ça n'était pas inscrit dans ses gènes. Il y a, bien sûr, une génétique plus propice à la prise de poids, donc des gens qui doivent faire plus attention pour des raisons bien spécifiques, mais ils ne sont pas condamnés à être obèses. Et donc pour finalement clôturer un petit peu ce domaine de la famille que je ne maîtrise pas suffisamment, c'est plus de la psychogénéalogie comme j'en parlais, je vais simplement vous faire un partage d'expérience avec Juan Camargo, qui est un physicien péruvien aujourd'hui chaman, et qui m'a bien fait comprendre lors d'une formation qu'en fait les relations fraternelles que l'on a donc avec nos frères et nos sœurs sont le reflet de croyances beaucoup plus inconscientes et que c'est en guérissant justement ces relations, et dans toute l'histoire, on a effectivement une histoire très, souvent des histoires très d'haine et d'amour entre frères et sœurs, entre deux frères, entre deux sœurs, Romulus et Romulus par exemple, qui sont des éléments très denses. Et donc, je n'oserais pas m'aventurer dans cette thématique ici. Peut-être l'occasion d'inviter justement dans un prochain épisode un expert de la psychogénéalogie qui pourrait nous éclairer un peu plus et de nous montrer comment on peut au quotidien ou par certaines techniques, certaines lectures, mieux gérer notre santé en travaillant sur ces relations généalogiques. Mais si nous ne choisissons pas notre famille et notre famille a un impact énorme sur notre santé, nous choisissons bien nos amis. Donc eux, nous pouvons probablement avoir plus d'impact puisque si nous influençons les amis des amis de nos amis, ben, fatalement, les premiers à être influencés seront notre cercle d'amis. Nous avons clairement un impact sur leur vision des choses. Rappelez-vous l'épisode 71 dans lequel je vous parlais du staff. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vont vous influencer positivement, mais pourquoi vous ne pas être la personne influente? Je rappelle l'importance des archétypes, par exemple, que j'ai redécouvert avec l'anthropologue Philippe Folsom, et qui parlait des différents archétypes. Pour les hommes, le guerrier, le roi, le magicien et l'amant ou l'amoureux, et pour les femmes, la reine, la mère, la sage et l'amoureuse. Eh bien, l'archétype du guerrier, c'est l'archétype de la personne qui va plus facilement faire du sport. L'archétype de l'amoureux ou de l'amant, eh bien, ce sera l'archétype qui va plus facilement prendre soin de lui. Nous avons tous, dans ces 4 archétypes, un des archétypes que nous allons maîtriser davantage et un que nous devons travailler un peu plus. Je reviendrai probablement sur cette thématique qui est vraiment fascinante
dans quelques épisodes. Mais pourquoi ne pas vous être l'archétype guerrier de votre communauté si vous décidez de vous prendre en main, même si vous êtes aidé par un coach, mais qu'avec le temps, vous puissiez justement avoir une influence positive sur certaines personnes qui ont peut-être plus difficile, encore que vous, de prendre soin d'eux-mêmes. Enfin, il y a la communauté. Donc au-delà de vos enfants ou de votre famille proche, au-delà de la famille agrandie, au-delà de vos amis, de votre cercle d'amis proches, vous avez votre communauté, les gens que vous allez côtoyer dans le milieu professionnel ou dans le milieu des loisirs, des gens que vous allez côtoyer directement ou indirectement. Et donc là, vous pouvez avoir justement un impact direct par l'exemple que vous allez donner ou indirect par la qualité du travail ou du service que vous allez donner justement dans ces activités professionnelles ou philanthropiques. Donc, si vous arrivez à trouver dans votre entourage les personnes qui vont bénéficier de cette nouvelle énergie, de cette santé optimale, peut-être que ça peut être un moteur avant que vous ne soyez finalement le moteur. Et on y reviendra. Donc retour sur ma coachée, c'est ce sur quoi j'ai travaillé avec elle. Parce qu'elle a traversé plus d'une dizaine d'années de stress, de challenge personnel, et elle a acquis de nombreuses qualités, une expertise incroyable. Et donc j'ai insisté sur le fait que toute cette connaissance, toute cette expertise est dormante et devrait être partagée avec sa communauté ou son entourage d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière professionnelle ou de manière plus informelle, et qu'elle ne pourra le faire avec assurance, avec énergie, avec précision, que si elle a cette santé optimale. Et donc, comme en ce moment, elle a difficile de se motiver pour elle-même, se mettant au second plan, j'essaie de la motiver sur toutes les personnes qu'elle pourrait aider grâce à son expérience, à son expertise, et qui ne devraient pas passer par toutes les étapes, la dureté qu'elle a vécue. Et c'est marrant parce que justement, cette personne m'a envoyé une vidéo il y a quelques jours, un témoignage de Jamie Lee Curtis qui disait s'être réveillée à 60 ans, non pas avec la peur de la mort à ses 60 ans. On pourrait se dire que à 60 ans, on se dit qu'on a déjà dépassé largement la moitié de sa vie et qu'on pourrait commencer à être stressé par le dernier jour. Mais Jamie Lee Curtis, non, plutôt, a eu peur de ne pas pouvoir exprimer sa créativité. Et donc ça, c'est en dehors de la motivation intrinsèque, personnelle, en dehors de la motivation liée à l'entourage, on a ce troisième effet, ce bénéfice supplémentaire qui est de pouvoir s'exprimer, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, selon, je dirais finalement, le chemin de chacun. À l'inverse, en préparant cet épisode, je me suis dit que finalement, certaines personnes devraient être dans l'obligation de travailler sur cette santé optimale pour le bien de la communauté. Je ne vais pas le citer, l'objectif n'est pas de taper du sucre sur le dos de quelqu'un, mais il y a un footballeur qui gagne aujourd'hui 435 000 € la semaine, qui est sur le banc depuis 2 ans, par probablement manque d'engagement, mais qui finalement le paye? Ce sont les fans. S'il n'y avait pas une industrie derrière ce sport, il ne pourrait pas être payé autant. C'est finalement plus du sport, c'est du spectacle. Donc, quelle valeur, quelle dignité, quel respect a-t-il de son public en s'entraînant à moitié, en disant que c'est ma famille qui passe en premier. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Bien sûr que ça demande beaucoup plus d'efforts d'être présent à la fois pour la famille et à la fois pour son public. Mais c'est un choix, et si vous êtes payé 435 000 € la semaine, vous avez le devoir d'avoir une santé optimale pour pouvoir performer toutes les semaines et donner du spectacle à vos fans, à votre public. Qu'en pensez-vous? Mettez-le moi en commentaire. Vous avez d'autres exemples qui sont par contre beaucoup plus flagrants, comme Madonna, Michael Jackson,
J-Lo, ce sont des artistes qui se donnent à 300% pour donner de la bonne musique, mais un spectacle aussi. Donc ils ne se limitent pas à ce qu'on leur demande de faire finalement, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de la détente à travers la musique. Non, ils vont performer, parce que si vous payez votre ticket pour aller les voir, eh bien, en concert, vous allez avoir un vrai spectacle. Ça, c'est effectivement honorer sa communauté, c'est effectivement se dépasser pour quelque chose finalement qui va au-delà de soi-même. Parce que ce soit le football, le sport, la musique, les loisirs, eh bien, on en a besoin. Ce sont des exutoires importants de pouvoir aller au spectacle, de pouvoir se détendre. Et donc, ces personnes sont là pour quelque chose qui va au-delà d'eux-mêmes. On devrait avoir les mêmes attentes pour, par exemple, nos hommes politiques qui travaillent normalement pour le bien de la communauté. Oui, je sais, j'ai un côté un peu idéaliste, mais à partir du moment où ils sont payés par le peuple, ils doivent pouvoir s'occuper de leur santé de manière optimale pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Vous avez des hommes politiques qui prennent soin de leur santé pour justement être au maximum de leurs possibilités, mais un président des États-Unis qui dort moins de 4 heures chaque nuit, comment peut-il prendre des décisions optimales? Quand un gouvernement se concerte pendant toute une nuit pour pouvoir trouver une solution, quel est leur état de fraîcheur à 7, 8, 9 heures du matin pour prendre des décisions si à la base ils n'ont pas une santé olympique? Ce qui, dans le gouvernement belge, est sans doute loin d'être le cas. Je n'ai pas en tête d'hommes politiques qui représentent la santé optimale. Mais ça veut dire que tout est une question d'équilibre. Il faut travailler sa santé pour soi-même. Finalement, c'est une obligation parce qu'on a une chance énorme d'avoir ce don de la vie finalement. Et donc on doit pouvoir le respecter et en même temps le faire pour quelque chose de plus grand que soi parce que quel que soit l'impact que l'on peut avoir sur nos enfants, sur notre communauté, sur notre quartier, dans notre travail, sur une communauté plus grande, eh bien, on a ce devoir finalement de pouvoir leur donner un maximum. C'est au cœur de ce podcast. Vous inspirer dans une approche holistique de la santé en trouvant la voie du milieu. En trouvant la voie du milieu entre tout ce que vous allez pouvoir faire pour vous-même et pour ce qui est de plus grand que vous. Je terminerai avec une citation de Osho sur la compassion, justement. Il dit « c'est la forme la plus élevée de l'amour ». Mais vous ne pouvez pas aimer l'autre que si vous arrivez à vous aimer d'abord vous-même. En résumé, si vous êtes coach, soyez un leader par l'exemple. Attention, nul besoin d'être un athlète de haut niveau, un modèle de perfection pour coacher correctement. Néanmoins, je pense que vous devez toutes et tous être, si vous êtes coach, dans ce que Tony Robbins appelle le CANI, le Constant and Never Ending Improvement. Donc d'être dans le développement de soi constant et sans fin. Non pas, encore une fois, pour le résultat, mais pour le processus. Nous avons toutes et tous, finalement, des points faibles, des talons d'Achille. On ne va pas attendre d'être parfait pour coacher l'autre, mais on doit être dans un processus. Dans ma carrière de personal trainer, combien de collègues ai-je vu ne pas prendre un minimum de soin d'eux-mêmes, d'aller dormir extrêmement tard, de consommer du café durant les séances de personal training, d'être soit très musclé et très pauvre au niveau postural, au niveau hygiène de vie. Donc ça, c'est pour moi une problématique justement du domaine du coaching, c'est de ne pas adapter les conseils que l'on propose dans le coaching à soi-même en premier. Et donc, vous, en tant que coach, posez-vous la question, qui sera le plus impacté par votre santé ou pour votre processus de santé optimale? Pour les autres, si vous n'êtes pas coach, posez-vous la question, quel talent avez-vous qui ne demande qu'à être exprimé,
mais qui a besoin justement de plus de vitalité, plus d'énergie, et qui pourrait avoir un impact sur les autres, et qui serait à ce moment-là le moteur de votre transformation. C'est une des questions donc que je pose dans la modélisation de la santé optimale, que vous pouvez télécharger sur mon site internet. Alors personnellement, mon mantra est depuis plus de 15 ans, In shape to grow, être en forme pour bien grandir. Ça m'a été inspiré d'Aristote qui disait être en forme pour bien penser, et je suis allé vers cette citation, être en forme pour bien grandir, non pas tellement physiquement, parce que mon objectif n'est pas de travailler avec les plus jeunes, quoique ça peut les inspirer également, mais surtout grandir émotionnellement, mentalement et spirituellement. Émotionnellement, bien oui, en tant que père, je veux pouvoir être en bonne forme pour être à leur écoute, être disponible. Comme je le dis souvent, la communication non violente, elle est magnifique quand vous êtes un minimum en forme. Quand vous rentrez de votre journée de travail et que vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas consommé suffisamment d'eau, parce que vous n'avez pas pris l'air, parce que vous êtes stressé et que vos enfants sont dans le besoin, l'attente, c'est très compliqué d'être dans la communication non violente. J'ai eu le cas récemment avec une coachée avec qui je travaille et qui a fait d'énormes progrès. Elle a perdu 15 kilos, elle a plus d'énergie, elle dort beaucoup mieux, elle gère mieux son stress. Mais en ce moment, elle a encore certaines zones au niveau de sa gestion émotionnelle qui sont en progression. Et elle m'a avoué avoir perdu son sang-froid avec sa fille qui, en revenant d'un stage, a absolument demandé quelque chose qui n'était pas possible à donner. Et ça a créé énormément de tension et elle s'est énervée. Ma question a été à cette coachée, mais qui est l'adulte? C'est confrontant, je ne le fais pas souvent, mais qui est l'adulte dans ce cas-là? Je ne dis pas qu'il faut que du contraire, accepter toutes les demandes des enfants, mais à ce moment-là, si l'adulte est centré, s'il arrive à s'extraire de la partie émotionnelle, l'adulte peut très bien expliquer, mettre des limites claires, sans s'énerver, mais pour cela, il faut être en forme. Il faut travailler sur la relation entre l'alimentation, la gestion émotionnelle, le sommeil, la gestion émotionnelle, ses propres peurs, ses propres défis et cette gestion émotionnelle. Être en forme pour bien grandir physiquement, émotionnellement, mentalement. Je continue à poursuivre personnellement mon travail de recherche dans différents domaines de la santé globale. En ce moment, je travaille énormément sur le lien entre les traumas et la biologie, avec ce fameux système parasympathique ventral, dorsal, nerf vague, cette sensation de sécurité qui est à la base, me semble-t-il, d'une santé optimale, autant pour moi en tant qu'homme, qu'en tant que mari, qu'en tant que père, qu'en tant que formateur, coach et auteur, je l'espère, très bientôt. Et enfin, être en forme pour bien grandir spirituellement à travers les événements de la vie. Si vous avez eu l'occasion d'écouter mon interview avec Alexia, une coach en neurosciences, eh bien, j'ai partagé une partie de mon histoire, mais si je n'avais pas eu cette santé, qui était loin d'être optimale, mais en tout cas était en processus, je n'aurais pas pu relever les défis. Je n'aurais pas pu prendre justement du recul par rapport à certains challenges émotionnels. Là aussi, si je n'avais pas eu le bon staff, ou si je n'avais pas eu la bonne motivation, je n'aurais peut-être pas eu l'occasion de me retrouver aujourd'hui devant vous à proposer mon 73e épisode de ce podcast. Tout cela est un chemin. J'aurais été loin d'imaginer, il y a 10-15 ans, être capable de vous parler d'un sujet comme celui-ci, d'un travail d'expertise, de recherche, de compilation de différentes connaissances pour vous proposer cette modélisation de la santé optimale. Et je me souviens très bien à l'époque, mon fils a vraiment été un moteur. Je le voyais grandir et combien de fois je ne me remets pas en question dans mon comportement, dans mes façons de réagir, consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que soit dans mes interactions avec lui, soit dans ce que je ne lui dis pas, mais comment j'agis, eh bien oui, tout cela est en processus pour l'aider. Je sais que je fais encore énormément d'erreurs. Il aura ses erreurs à faire,
mais si je peux l'alléger, lui donner les outils, les bases, comme ce que Jean Lilioff nous montre avec ce qu'elle a découvert dans cette culture amazonienne, eh bien, il pourra aller plus loin. Il ne sera pas obligé de faire 15-20 ans de développement personnel. Il aura simplement les défis de la vie de maintenant à surmonter pour se réaliser à la fois pour son bien-être, à la fois pour l'impact qu'il peut avoir dans sa communauté et qui sait ce qu'il va le faire. Aujourd'hui, c'est un élément sur lequel je suis fier, parce qu'en relisant justement certains passages du concept du continuum, je me rends compte à quel point, dès le départ, je lui donnais des éléments essentiels pour sa construction, qui lui permettent aujourd'hui de relever les défis qu'il a à vivre en tant que jeune adolescent de 16 ans, dans un pays étranger, avec une difficulté très importante au niveau connexion sociale, parce que finalement, je me rends compte que les jeunes ici, lorsqu'ils sont en groupe, n'acceptent pas facilement un élève de l'extérieur. Lui qui avait une facilité déconcertante à faire des contacts plus jeunes, eh bien ici se retrouve face à une situation beaucoup plus complexe. Mais il arrive à la gérer parce que la base est là. Ce ne sera pas éternel. Évidemment, si on reste dans cette situation, il est encore en développement, à 16 ans, on a encore beaucoup de choses à apprendre, surtout au niveau social, mais il a des bases. Et ces bases, justement, il les a acquises, entre autres, à partir de ce portage. Parce que le fait de porter un enfant, il va systématiquement être à la hauteur des adultes et il ne sera jamais écrasé par l'adulte, il n'aura jamais peur de l'adulte. Et d'ailleurs, les personnes avec lesquelles il s'entend le mieux dans son école, ce sont les professeurs. Il a vraiment une relation de jeune adulte à adulte. Et je pense, c'est d'ailleurs ce qui était promis dans ce concept du continuum, c'est effectivement ce développement harmonieux de l'enfant dans une société adulte. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré. Je vais vous donner rendez-vous pour un prochain épisode sur cette modélisation. Et en attendant, prenez soin de vous.